Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Live Talk qui est dédié au monde associatif. Cette initiative unique proposée par l'ONG Life. Life maintenant qui est active depuis 2009, qui est engagé dans plus de 25 pays avec des actions concrètes et durables. L'impact de Life qui s'articule autour de 5 volets essentiels qui reflètent son engagement pour un monde meilleur. On vous rappelle que vous pouvez soutenir nos actions avec le lien que vous trouverez en description et vous pouvez aussi participer à la discussion, réagir en partageant vos avis sur le sujet du jour dans les commentaires. Le sujet d'aujourd'hui, justement, écologie et société. Est-ce que c'est une priorité pour tous ou un luxe réservé aux privilégiés? Avant d'accueillir nos invités, sans plus tarder, générique. Et on se retrouve avec nos invités en plateau. Merci à elles, puisque ce ne sont que des femmes sur ce plateau qui ont accepté de me rejoindre pour parler de ce sujet. On est avec Someya. Someya, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Someya, tu es étudiante en école de commerce. Mais surtout, aujourd'hui, là, tu viens avec ta petite casquette de banlieue climat. J'en profite avant de me faire tuer. J'embrasse Sana, j'embrasse Ferris de banlieue climat, toutes les équipes aussi. J'embrasse Aymen, j'embrasse tout le monde. Parle-nous de banlieue climat. Qu'est-ce que tu y fais et qu'est-ce que fait banlieue climat? Alors moi, je suis formatrice pour l'association Banlieue Climat. C'est une association qui vise à sensibiliser les quartiers populaires aux questions climatiques et essayer vraiment de remettre les premiers concernés au cœur du débat. Donc je suis formatrice et aussi je suis référente pour la COP30 parce qu'on a pour projet d'emmener des jeunes de Banlieue Climat à la COP30 pour pouvoir porter un plaidoyer. Que les premiers concernés C'est ça. aillent directement dans les lieux de discussion. On est avec Ella aussi. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Donc, activiste climat, dis-nous, parle-nous de ton activité, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je travaille avec plusieurs organisations climat et mon métier, on va dire, mon métier principal, c'est celui de la communication. Donc, c'est d'élaborer des récits, des stratégies de communication ciblées pour parler du climat à des personnes dont on pense qu'elles ne sont pas intéressées. Et je fais aussi de la formation et des interventions sur les questions d'écologie décoloniale et populaire. On va en Voilà. parler, juste après. On va parler d'écologie décoloniale, on va parler de la place des femmes dans la lutte climatique, on va parler aussi des quartiers populaires, on va parler de beaucoup de choses. On est également avec Fanny. Fanny qui est la directrice exécutive de l'ONG Life. Fanny, comment tu vas? Ça va, super, merci beaucoup Malek. Merci à toi d'être là. On peut dire aussi que Life, dans les différents volets d'action de l'ONG, est aussi très actif sur les sujets et les enjeux climatiques. Oui, carrément, puisqu'en fait, on a tout un volet environnement où on fait de la reforestation, notamment avec les arbres économiques, puisqu'en fait, on ajoute aussi ce volet-là pour faire en sorte qu'il y ait une continuité dans nos actions. Et oui, en fait, de manière générale, quand on pense nos projets, on a toujours une sensibilité à l'impact climatique que ça peut avoir. Donc, ouais. Merci Fanny. On va commencer, les amis, avec un quiz. Vous avez un buzzer au milieu. Alors, moi, c'est ma partie préférée. Il n'y a pas de triche. À partir du moment où un buzzer est allumé, l'autre ne peut plus s'allumer. Ok. Voilà. Ok. Comme ça, je mets les règles de suite. On va vous poser quelques questions. Première question. Selon une enquête réalisée par l'association GetUp qu'on embrasse, à combien s'élève le pourcentage de jeunes issus de quartiers populaires qui déclarent avoir une difficulté d'accès à une alimentation saine? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 60%? Ou est-ce que c'est 100%? Et là, je t'écoute. Je dirais 60. 60. D'autres idées autour de la table? Moi, il me semble que tous les jeunes qui avaient dit qu'ils avaient une préoccupation, ils avaient dit 100%. Et bien, la bonne réponse, c'est 100%. 100% des jeunes qui ont été interrogés par GetUp et issus des quartiers populaires. Deuxième question. Où s'est déroulée la COP29? Bakou, en Azerbaïdjan, Lima au Pérou ou Abidjan en Côte d'Ivoire? Lima. Ah, c'est le premier qui a sonné. Et réponse A, Bakou en Azerbaïdjan. C'était Bakou en Azerbaïdjan. On a vu notamment que ça avait suscité plein de réactions, notamment avec tout ce qui se passe en Azerbaïdjan et la politique notamment là-bas. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, combien représente la part de femmes dans les personnes déplacées pour cause de catastrophes climatiques? 20%, 50% ou 80%? Désolée, La 80%. J'avais la réponse avant. Non, je C'est de la rigole. triche. En réalité, tout le monde 80%. l'avait. Ouais. 80% exactement. C'est plus que la majorité, une très grande part de ces personnes déplacées qui sont donc des femmes. On va commencer notre discussion en parlant du climat et de la place du climat dans les quartiers populaires.
On sait que donc il y a de l'insalubrité dans les quartiers populaires, il y a une difficulté, on en parlait, d'accès à une alimentation saine, et c'est plein de facteurs qui favorisent pas un rythme de vie sain dans ces quartiers. C'est des conséquences, et on va en parler, oui ou non, qui témoignent d'une surreprésentation des résidents de ces quartiers populaires dans les politiques climatiques. Est-ce qu'on a mis du temps avant de parler climat dans les banlieues, Sommeilla? Ça dépend de comment est-ce que tu vois le climat. Tu vois, il y en a pour beaucoup, l'environnement, ça va être catastrophe naturelle, des chiffres, le réchauffement climatique, alors qu'à la base, l'environnement, c'est vraiment se nourrir, respirer un air sain et pouvoir se loger. Et quand tu prends ces problématiques-là, tu vois que c'est des problématiques qui sont questionnées depuis un moment. Parce que tout le monde veut bien manger, tout le monde veut vivre dans un bon endroit et tout le monde veut respirer un air propre. Donc quand on s'intéresse vraiment à ces problématiques-là, oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que, Fanny, toi, tu dirais que ça fait longtemps qu'on parle d'une difficulté d'alimentation saine, d'une difficulté, pardon, à l'accès à l'alimentation saine. Est-ce qu'il y a un petit enjeu là de bascule où maintenant on dit que c'est aussi un enjeu d'une injustice climatique? Est-ce que dans les consciences, on a évolué sur ça? En tout cas, je dirais que c'est une question d'injustice sociale, dans le sens où effectivement, il n'y a pas la même accessibilité voilà, à une alimentation saine parce que bien se nourrir, ça coûte cher. Et clairement, en fait, les quartiers populaires vont être les plus touchés, je pense, par ces enjeux-là. En plus, peut-être, après, Somaya, je pense, sera la mieux placée pour en parler. Mais il y a peut-être un manque d'éducation à la nutrition aussi. Et puis, voilà, clairement, c'est aussi la culture qui fait que la malbouffe est beaucoup, on va dire, surreprésentée et encouragée. Et donc, du coup, oui, je pense que c'est tous ces phénomènes-là qui viennent voilà, créer quelque chose qui n'est pas super top. Et là, est-ce que tu dirais qu'il y a un impact de la pollution urbaine sur la santé des personnes précaires, notamment là quand on parle de quartiers populaires? Oui, à 100%, il y a un impact. Et ce n'est pas un impact qui date d'aujourd'hui ni d'hier, c'est vraiment un processus historique. Il faut savoir, par exemple, qu'en Île-de-France, on sait depuis des siècles que les flux des vents, ils arrivent par le sud-ouest et ils remontent vers le nord-est. Et que historiquement, si à Versailles, il y a les nobles et que le petit peuple était dans le 20e arrondissement, le 93, etc., c'était aussi pour ces raisons-là. Donc en fait, on le sait depuis très longtemps, on le sait depuis des siècles, et la répartition de l'espace et des endroits qu'on pollue et ceux qu'on pollue moins, elle est politique et elle est pensée, elle est historique. Et si je peux me permettre Bien de sûr. rebondir sur un truc, aujourd'hui aussi, on sait que l'air qu'on respire, il est dégueulasse. Et principalement dans le 93, pendant les JO, dans les villages olympiques, ils ont mis des purificateurs d'air. Ouais. Donc ils savent que l'air du 93, il est dégueulasse et que les athlètes, ils ne pouvaient pas se permettre de respirer cet air-là. Donc tout est... Enfin, ils savent ce qui est en train de se passer, quoi. Personne n'est dans le déni en tout cas. On en parlera après. Fanny, tu es directrice donc exécutive de l'ONG Life. Est-ce que Life aussi, quand il y a ces enjeux aussi de distribution de colis alimentaires, a aussi cette conscience de se dire qu'il faut offrir de la nourriture de qualité et en l'occurrence à bas coût, l'idée étant d'offrir une aide au plus grand nombre de bénéficiaires? Oui, clairement, c'est vrai que ça fait partie de nos préoccupations. Déjà, on essaye de privilégier l'approvisionnement local, les circuits courts, des aliments non transformés. Et quand on offre des repas préparés, ils sont préparés avec les traditions locales, avec des produits locaux. Et en fait, on essaie de vraiment faire en sorte de donner quelque chose qui va être sain, qui va être un vrai apport, avec des apports nutritionnels aussi importants. Sommeilla, est-ce que les quartiers populaires doivent s'engager un petit peu plus et prendre leur part dans cette lutte-là? Bien sûr, c'est super important. Nous, avec Banlieue Climat, on a commencé un projet autour de l'alimentation, autour de la résilience alimentaire, qui a été porté par Antoine Ziboura et par Lucas Hou. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour permettre aux habitants des quartiers populaires d'améliorer leur alimentation, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine et pouvoir faire preuve de résilience alimentaire. Je crois d'ailleurs que maintenant, il y a une école, Ouais. Banlieue Climat, qui permet aussi donc d'accompagner sur ces changements aussi dans la tête. Totalement. En fait, quand tu suis ce projet-là qui a été fait autour de la résilience alimentaire, ils ont construit une cuisine mobile pour que les habitants ils puissent se retrouver autour de cette cuisine et discuter ensemble de toutes ces questions. On va écouter une intervention de quelqu'un qui n'est pas avec nous en plateau, qui n'a pas pu être avec nous en plateau, mais qui nous a fait une petite intervention vidéo. C'est Benoît Rito. Benoît Rito, il est enseignant-chercheur en mathématiques.
Il est président de l'association des climato-réalistes. Alors certains diront climato-sceptiques, lui préfère se définir comme un climato-dénialiste. Ces personnes donc qui rejettent les principales conclusions de la science du climat. On écoute son intervention et on réagit juste après. Bonjour, merci de votre invitation. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous, j'aurais beaucoup aimé échanger. Qu'est-ce que vous pensez de la mise à l'écart d'une certaine partie de la population concernant les décisions sur le climat? Alors, je ne sais pas exactement à quel type de population vous faites référence. Il est vrai que la politique climatique, elle est souvent inspirée par l'Occident. C'est principalement une question que se pose l'Occident, donc l'Europe, l'OCDE si on veut, et les autres pays, d'une façon générale, ne s'en préoccupent pas beaucoup, pour des raisons assez logiques d'ailleurs, c'est qu'ils ont d'autres problèmes, et ils ont bien raison. Et il y a une tendance occidentale à vouloir faire de ces questions d'écologie en général et de climat en particulier une nouvelle occasion de faire la morale à tout le monde, ce qui est assez déplaisant, effectivement. Et non seulement c'est assez déplaisant, non seulement c'est assez illégitime, et ça a des relents de colonialisme, mais aussi c'est dangereux parce que pendant qu'on s'occupe de ce genre de choses, on ne s'occupe pas des vrais problèmes, et on sait bien que les vrais problèmes, notamment dans les pays moins développés, ce sont des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes d'emploi, des problèmes de développement. Alors les mesures prises pour arrêter ou s'adapter au changement climatique sont-elles efficaces, ou est-ce qu'il s'agit d'une sorte de mainmise sur la société? Alors en tout cas, on sait que toutes les actions qui ont été prises pour lutter soi-disant contre le changement climatique sont inefficaces. Elles ont fait la preuve de leur inefficacité puisque la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère continue à augmenter à une échelle très régulière. Ça fait le protocole de Kyoto, qui est le premier traité pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, a été signé en 1997 et ça n'a absolument rien changé. Tous les traités qui sont venus après, l'accord de Paris et toutes les décisions additionnelles n'ont rien changé. Donc ça ne sert à rien. Et évidemment, dans toute situation de ce genre, il y en a qui en profitent. C'est pas forcément qu'ils ont préparé la chose, pas forcément qu'il y a eu un complot, mais des gens qui s'adaptent et pour nous vendre ceci ou cela. La seule réponse qu'on puisse vraiment apporter au changement climatique, c'est l'adaptation. D'accord ? Il n'y a que ça à faire, et ça c'est raisonnable parce que ça a un coût raisonnable. On s'est toujours adapté, ce n'est pas nouveau. Depuis que l'humanité existe, elle s'adapte à son environnement. On sait faire. Nous n'avons jamais été aussi bien armés pour le faire. Et eh bien, il est temps de le faire de façon sérieuse et d'aider ceux qui en ont le plus besoin à le faire de façon sérieuse plutôt que d'arrêter la pluie, de permettre à tout le monde d'avoir un parapluie, par exemple. Est-ce que pour vous, il y a un réel impact de l'homme dans le changement climatique? Alors ça, c'est une question assez vaste et à laquelle il n'est pas possible de répondre simplement par oui ou par non. À l'échelle locale, la réponse est évidemment oui. L'exemple le plus classique de ça, c'est l'îlot de chaleur urbaine. C'est un effet bien connu qui fait que dans les agglomérations, dans les grandes villes, il fait en général plus chaud que dans la campagne environnante et l'écart de température peut même être très important. D'autres exemples peuvent être encore plus frappants. On sait par exemple qu'un certain nombre d'usages de l'environnement peuvent modifier localement le climat. On l'observe dans certaines zones, que ce soit les zones qui sont sujettes à la déforestation ou autres. En revanche, à l'échelle globale, ce qui se passe à l'échelle globale et le réchauffement de la planète qui serait dû aux activités humaines, c'est plus difficile à quantifier. Une partie peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas, sans doute, doit-on davantage tenir compte des phénomènes naturels qu'on ne connaît pas encore très bien. Il y a eu beaucoup de changements climatiques dans le passé sans que l'homme y soit pour grand-chose, et même on sait même qu'il n'était pour rien s'agissant des périodes d'il y a seulement quelques milliers d'années. Et donc on doit être très prudent quand on affirme que l'homme serait tout puissant sur cette question du climat. Qui est le vrai responsable du changement climatique? Alors, la bonne question, c'est peut-être pas qui, c'est plutôt quoi. Qu'est-ce qui fait que le climat change? Donc, les climato-réalistes en général ne sont pas contre l'idée qu'effectivement, ponctuellement, l'homme puisse modifier le climat, mais il y a d'autres phénomènes naturels qu'on ne connaît pas très bien et qui peuvent aussi causer des modifications climatiques. Donc, le climat n'a jamais été quelque chose de stable et on sait que par le passé, il y a plein de choses, des surprises climatiques, la hausse du niveau marin, réchauffement, refroidissement, des choses considérables à des échelles très rapides, à toutes les échelles. Et je pense que s'agissant du réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement. Il y a des phénomènes solaires, il y a des phénomènes océaniques, il y a des phénomènes qui tiennent à la couverture nuageuse, tout un tas de choses qu'on commence seulement à pouvoir étudier depuis quelques années ou depuis quelques décennies. On n'a pas encore des données sur des si longues périodes. Et donc, pour l'instant, on doit, je pense, reconnaître notre humilité. On ne sait pas très bien.
On remercie Benoît Rito pour sa vidéo. Est-ce qu'il y a des réactions là? Je vous ai vu Yes. tiquer pendant la vidéo. Et là, on t'écoute. Oui, et juste tu m'interromps si je suis trop longue. Mais Dis-moi. voilà. Donc il a abordé plusieurs points effectivement dans la vidéo. Il a commencé par le fait, en fait, il a commencé par quelque chose qui est très intéressant dans ce type de discours, c'est qu'il ne situe jamais son propos et qu'il ne explicite jamais de quoi il parle quand il nomme climat, climatique, etc. C'est très Donc, flou. voilà, trouble. la question climatique liée à l'Occident, qui ne serait pas une préoccupation des autres pays, c'est complètement faux. Sinon, pourquoi est-ce que, par exemple, la Chine aurait complètement arrêté l'importation de déchets plastiques venus d'Europe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Indonésie, c'est le premier pays au monde qui déménage sa capitale pour des raisons climatiques? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, l'année dernière, enfin, il y a des choses à différentes échelles, mais pourquoi est-ce que l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire, l'Arabie Saoudite a décrété qu'il y avait des morts dues au changement climatique pendant le pèlerinage, pendant le Hajj? Pourquoi est-ce que, durant les COP notamment, on aurait une majorité de pays du Sud qui proposent des solutions comme le fonds dommages et réparations pour justement réparer, ou alors des coalitions? En fait, les pays en dehors de l'Europe et de l'Occident sont tout à fait conscients. Il y a une conscience écologique, il y a même plus qu'une conscience, c'est une hyper-conscience écologique qui a commencé bien avant l'Europe, parce que c'était pour des questions de survie, et qui aujourd'hui est beaucoup plus importante selon les endroits qu'en Europe, parce que c'est encore une fois pour des questions de survie. Des îles qui vont être submergées et disparaître, comme j'ai dit tout à l'heure, une capitale qui déménage. Au Pakistan, des villes où on dépasse les seuils de chaleur qui permettent de vivre pour des êtres humains. Donc en fait, tout le monde est au courant, quoi. Je vais arrêter mon blabla. Je pourrais répondre à tous les points, mais je vais laisser. Son propos a été, c'est vrai, relativement long parce qu'il n'a pas pu être avec nous en plateau. Oui. Mais on va essayer de passer tout de même un peu rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Sommeya? Ouais, pour moi, il y a un réel problème dans son discours, c'est quand il va venir opposer l'environnement et la santé. Ok. Il a dit que certains pays, aujourd'hui, ne pouvaient pas se soucier des problèmes environnementaux parce qu'ils devaient régler des problèmes liés à la santé. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne peux pas régler des problèmes de santé si tu ne règles pas les problèmes qui sont liés à l'environnement. La pollution de l'air, c'est environ 9 millions de morts par an. C'est un décès sur 6. C'est tous les cancers qu'on peut développer à cause de la pollution de l'air. Donc tu ne peux pas dire que, OK, aujourd'hui, on va se préoccuper de la santé de nos habitants sans se préoccuper de l'environnement dans lequel ils vivent. Fanny, quand on entend cette petite musique qu'on entend très souvent de dire que, bon, en réalité, l'écologie, avant, il y a le sujet de l'assiette, avant, il y a le sujet des enjeux vitaux pour vivre. Quand on va sur les terrains d'opération là, avec Life, est-ce qu'on voit aussi que les inégalités climatiques ont un grand impact dans la vie du quotidien des pays dans lesquels on intervient? Oui, malheureusement, c'est clair que ce sont les personnes qui n'ont rien fait, qui ne sont pas responsables des changements climatiques, qui en payent de graves conséquences. Par exemple, avec le dérèglement qui cause de grandes sécheresses, et à contrario aussi des pluies diluviennes qui viennent complètement détruire les récoltes. Donc ça a un impact direct à la fois sur leur lieu d'habitation, mais aussi sur leur possibilité de se nourrir, leur activité professionnelle. Donc oui, clairement, il y a un vrai impact. Après, je trouve que le propos de ce monsieur, c'est intéressant de l'avoir exprimé, et parce qu'en fait, je pense qu'aussi, malheureusement, ça reste des questions qui semblent loin de notre quotidien en tant qu'individu, et qui semblent des fois un peu démagogues même. Et je trouve que le travail que font Hala et Banlieue Climat, il est hyper important parce que ça ramène clairement la problématique à l'échelle individuelle et de manière très, très concrète. Hala, dans le concret, comment on fait pour lutter contre ces propos-là, contre ces visions-là, ces récits-là? Pour moi, je dirais, on revoit déjà la définition. Qu'est-ce que c'est que la crise climatique? Parce que lui, il va nous parler seulement de la science, de phénomènes météorologiques et du carbone comme des indicateurs de la crise climatique. Or, c'est pas ça. Moi, je viens des milieux et des mouvances d'écologie décoloniale. Ce qui se passe dans l'assiette, comme tu as dit tout à l'heure, ou notre histoire jusqu'ici, ou la manière dont on pense l'espace, l'accès ou pas aux soins, tout ça, ça fait partie intégrante de l'écologie. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que moi, je le rejoins sur un constat. Ok. Alors, depuis Kyoto, c'est une bonne nouvelle. mais l'analyse n'est pas la même. Ok. Depuis Kyoto, où effectivement, on va avoir le traité de Kyoto et on va avoir la question de réduire les émissions carbone, il n'y a eu qu'une augmentation exponentielle. 2024 a été l'année où il y a eu le plus d'émissions carbone historiquement.
à échelle humaine, quoi. Mais c'est pas parce que on n'arrive pas à arrêter. Là où je diverge avec cette personne, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à arrêter les émissions, c'est parce que on s'attaque pas aux bonnes solutions. Moi, je dis tout le temps, quand on parle d'écologie, il faut d'abord spécifier, est-ce qu'on parle d'écologie en 2D ou en 3D? Si on parle d'écologie si on parle d'écologie en 2D, on va parler des émissions carbone, on va parler du climat comme pensé par un mouvement climat ou par des politiques climatiques européennes, blanches, etc. Et on va essayer de trouver des solutions à quelqu'un qui a un mal de tête, mais sans lui faire un scanner derrière, on lui donne juste un Doliprane. L'écologie en 3D, c'est l'écologie décoloniale, c'est celle qui s'intéresse aux racines de ça. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas des systèmes, notre moyen de fonctionner globalement, qui font qu'on arrive à ces résultats-là? Et donc, quand on creuse un peu, on se dit qu'il y a 3 mots MAUX racines à la crise climatique. C'est le capitalisme, c'est le patriarcat et c'est le colonialisme avec son passé et son présent et ses conséquences actuelles. Et du coup, si on s'attaque vraiment à ça, on s'attaque aux racines du problème. Et pour s'attaquer à ça, on lutte contre le racisme, pour les droits des femmes, pour une meilleure santé, pour la réparation de la colonisation, pour la décolonisation des pays qui sont encore aujourd'hui en guerre contre des colons, etc., etc. On va rentrer, c'est bien, tu m'offres la transition, on va rentrer dans le vif de la vision décoloniale de l'écologie. Soumaya, à notre échelle, quel impact on peut avoir, selon toi? C'est-à-dire, on parle des grandes puissances, des États, mais comment monsieur et madame tout le monde, ceux qui nous regardent, peuvent aussi, peut-être par un changement de pratique, peut-être aussi par des consciences qui évoluent, selon toi, comment on peut essayer d'avancer, d'avoir un impact? Pour moi, c'est super important de continuer à sensibiliser un maximum de personnes à ces questions-là. C'est ce que vous faites avec les formations notamment. C'est ça, pour leur permettre de prendre conscience de ce qui se passe, parce que le problème aujourd'hui, c'est que toutes les sphères de la société ne sont pas prises en compte dans les mesures qui sont prises. Donc, comme toutes les sphères de la société ne sont pas prises en compte dans les mesures, on ne peut pas répondre aux problématiques de tout le monde. Et pour que toutes les sphères de la société puissent y prendre part, il faut qu'elles soient sensibilisées à ces questions-là pour pouvoir remettre les premiers concernés au cœur du sujet. Donc, pour moi, vraiment, la sensibilisation, c'est un des premiers facteurs pour pouvoir régler ce problème. On a parlé des quartiers ici en France, mais parlons des quartiers précaires à l'international. Comment se manifestent les injustices climatiques, notamment dans les pays du Sud dont tu parlais? De différentes manières. Il y a par exemple tout ce qui se passe actuellement au Congo, qu'on peut qualifier déjà d'écocide. Donc c'est en fait aller créer une instabilité durable sur un territoire, massacrer des populations, exploiter des populations, détruire des écosystèmes pour pouvoir tirer des minerais du sol qui vont pouvoir servir à fabriquer des batteries pour les voitures électriques parce que ça pollue moins, soi-disant. Mais ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas de l'énergie verte, c'est de l'énergie rouge, effectivement. Donc on va avoir des batteries, mais payées au prix du sang humain et animal. C'est souvent, en fait, les injustices climatiques, elles se manifestent par des appétences capitalistes, très souvent. Donc, tu vas avoir des multinationales, comme par exemple Total Energy, qui au Yémen, l'an dernier, Total Energy, grande multinationale française qui est dans toutes les stations essence presque en France. Se couvre avec du greenwashing quand même. Se couvre avec ses 10%, 8%, 20%, on ne sait jamais combien ils produisent d'énergie verte. Mais en tout cas, l'an dernier, à l'occasion de ses 100 ans, il y a eu plein d'enquêtes pour le siècle, l'anniversaire des 100 ans de Total Energy, qui ont montré, par exemple, que Total Energy est directement responsable de la mort d'un écosystème entier au Yémen, dû au forage pour obtenir du pétrole ou du gaz, les deux. Donc, du coup, les injustices climatiques, en fait, quand on labellise climat, très souvent, on pense qu'il faut penser comme des Occidentaux blancs qui vont penser les injustices climatiques, ça va être plus de pollution ou plus de ceci ou plus de cela. Les injustices climatiques, si on regarde vraiment ce que c'est juste tout ce qui n'est pas bien de faire, tout ce qui n'est pas bon de faire, tout ce qui est de l'ordre d'imposer un rapport de domination d'un pays sur un autre. Et en fait, là où tu vas trouver des pays qui sont dominés par d'autres, qui sont pillés, c'est là où il y a des injustices climatiques, tout simplement. Est-ce qu'on peut aussi, dans les styles de vie dans ces pays-là,
y trouver, nous, une source d'inspiration pour avoir peut-être un mode de vie un peu plus durable? Ouais, totalement. Parce que quand tu regardes, c'est des pays où déjà c'est de l'autosuffisance. Les circuits courts, pour eux, c'est la norme. Pour eux, bah, ils vont planter des pommes de terre, c'est les pommes de terre qu'ils vont manger le soir. Tu portes les vêtements de ta grande sœur qu'elle a gardés avant. Et c'est des choses que bah, nous aussi, qu'on a beaucoup gardées en tant qu'enfants d'immigrés par héritage. Et c'est des choses, bah, on doit vraiment prendre exemple sur ça, quoi. Alors, Moi, je veux bien qu'on prenne exemple sur les populations qui sont plus résilientes et qui ont une connexion au sol et à la nature et à la terre où elles se trouvent qui est différente. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut rembobiner plusieurs choses. Il faut se rappeler aussi de ce qui se passe chez nous. Quand on parle des banlieues, par exemple, aujourd'hui, on parle. Tout à l'heure, tu nous as donné le chiffre de l'insécurité alimentaire et le non-accès à une alimentation de qualité, 100% dans le dernier rapport de GetUp. Mais il faut savoir que si on remonte à plusieurs décennies avant que les banlieues ou certaines banlieues, notamment en Île-de-France, commencent à se gentrifier, on avait par exemple des jardins ouvriers. Des oui. jardins ouvriers où en fait c'était les ouvriers qui allaient directement cultiver sur place ce qu'ils allaient manger et ça permettait à des familles de boucler les fins de mois. Ça permettait à des familles de manger local, sain, de saison et qui se sont transformées au fur et à mesure des politiques publiques en jardins bobos partagés. Il faut d'abord adhérer à telle association, ça devient plus compliqué. On dépossède les populations locales historiquement là de cette possibilité d'avoir accès à une alimentation saine pour et par eux-mêmes et elles-mêmes, et on donne ça en fait à des personnes qui arrivent pour gentrifier. C'est encore une fois, c'est en mini, mais c'est en miniature le même processus que celui de la colonisation, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ne sont pas là au départ, qui viennent prendre des richesses, qui sont là, ces jardins partagés, qui les accaparent, qui repoussent les populations qui sont historiquement là, qui les empêchent d'y avoir accès par différentes manières, et c'est violent socialement, et du coup, qui s'accaparent les biens. Moi, tu vas devoir me mettre des stops à chaque fois. Est-ce que vous diriez, qui veut répondre, lève la main, qu'il y a une volonté politique derrière tout ça? Oui. Ouais. Il y a une volonté politique. La gentrification, elle ne se fait pas sans politique publique qui permette la gentrification. Pareil, l'exploitation d'autres pays, elle ne se fait pas sans volonté politique des pays du Nord global. Voilà. Souméa. Et tu vois, si je refais le lien avec au début, quand on parlait de l'alimentation saine, il y a aussi le fait qu'au-delà de l'argent, on n'y accède pas parce que ces magasins, ils ne sont pas proches de chez nous. On n'a pas forcément un grand frais en bas de chez nous C'est vrai. ou je ne sais quelle boutique, tu vois. Je voulais qu'on parle aussi de l'aspect décolonial aussi dans l'humanitaire. C'est vrai que le risque quand on intervient dans certains pays, ça peut être aussi de ne pas respecter les cultures, pardon, les habitudes des populations locales. Est-ce qu'il y a une volonté de Life, justement, vous m'avez compris, le fait de respecter les populations locales dans les opérations, Fanny? Mais totalement. Après, notre dynamique à nous, ça a toujours été le partenariat. On est en co-construction en fait avec les populations locales. L'idée, c'est de les écouter et de voir comment on peut les accompagner dans un besoin qu'ils ont eux-mêmes exprimé. Et en fait, de faire en sorte de ne pas bouleverser leur environnement et que les solutions qu'on va proposer s'intègrent justement dans leurs pratiques habituelles. Justement, l'idée, c'est pas de venir ramener une problématique qu'ils n'ont pas Bien sûr. pour voilà. Et ça, on le sait que économiquement parlant, il y a des choses comme ça qui se Oui. passent en Europe avec, par exemple, le fait d'avoir l'obsolescence programmée. Voilà. Bon, nous, on essaie de pas rentrer dans ce jeu-là et de faire en sorte que on va respecter vraiment l'environnement des populations locales en leur proposant des solutions qui respectent l'écologie. Par exemple, je pourrais parler des vélos qu'on a offerts Oui. aux jeunes filles pour se rendre à l'école. Bon, voilà, on n'est pas parti sur des solutions motorisées, forcément. Tous nos forages, soit ils sont à motricité humaine, soit ils sont avec des dispositifs solaires. Donc voilà, en tout cas, on fait en sorte d'inclure cette conscience-là dans nos projets. Ouais. Si on prend le sujet des déplacements sur le terrain, est-ce qu'il y a aussi une volonté, est-ce que c'est possible en réalité de minimiser l'empreinte carbone dans les déplacements des équipes quand on arrive sur les pays d'intervention? Alors, on fait ce qu'on peut. Oui. Bien sûr, déjà, nous, on a une équipe locale au Sénégal pour couvrir l'Afrique de manière générale. Donc, on essaie de limiter justement notre impact. Quand on le peut aussi, on fait en sorte d'utiliser le transport en commun. Après, il y a des questions sécuritaires, notamment, ou de calendrier, qui font qu'on ne peut pas toujours adopter ces solutions-là. Il faut toujours avoir, je pense, une balance entre la nécessité et puis le côté écologie aussi.
Sommeil, est-ce que tu estimes que c'est possible de donner un petit peu plus de place à la voix des premiers concernés, notamment de ces pays, dans des lieux de discussion, bah, notamment dans les COP, des lieux de discussion, de décision, où d'ailleurs ils sont des fois les premiers concernés par ces décisions-là? Pour moi, je dirais pas que c'est possible, je dirais que c'est indispensable. Ok, Parce qu'aujourd'hui, les solutions, c'est aussi pour eux. Donc nous, en ce moment, on est en train de préparer la COP30 avec Bon le Climat, la COP30 qui aura lieu au Brésil. Et il faut savoir que moi, j'ai fait un échange universitaire au Brésil. ok. Donc je suis restée 4 mois là-bas, j'ai pu rencontrer des locaux, j'ai pu aussi étudier l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant pour savoir où est-ce qu'on va. Et nous, notre objectif avec les jeunes, c'est aussi de rencontrer des jeunes de là-bas, rencontrer des associations locales là-bas pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Nous, on n'est pas là à leur dire OK, il se passe ça dans votre pays, c'est pas bien. Nous, ce qu'on veut savoir avant tout, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre pays et avec quoi est-ce que vous avez du mal. On ne veut pas vous imposer une vision occidentale du problème. On va faire une petite activité là tous ensemble. Je vais vous poser des situations et vous allez me dire si, qu'on le sache d'ailleurs ou pas, si ça découle d'injustice climatique. Si je vous dis que l'insalubrité dans les logements précaires est due à une inégalité climatique, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord? D'accord. Plutôt d'accord. Ouais. Pourquoi? Pourquoi Parce que On parle de la rénovation des bâtiments notamment. c'est un continuum, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la manière dont on a pensé les espaces. Donc, les politiques publiques ont été mises en place pour penser les espaces, qui vont du choix des matériaux, du choix des lieux, du choix de ne pas mettre d'espace vert autour, etc., du choix de penser une configuration. Et en fait, aujourd'hui, oui, s'il y a du mal logement et s'il y a de l'insalubrité dans les logements, c'est parce qu'il n'y a pas eu pendant des années, des décennies de politique pour rénover ou pour restaurer, etc. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent qui est mis dedans. C'est parce qu'il y a une volonté, en fait, de donner moins à certains par souci d'économie, parce qu'on considère que certaines classes sociales ou que certaines catégories de la population sont plus négligeables, n'ont pas besoin d'autant d'attention. Si tu voulais réagir, Soumaïa. Ouais, je voulais juste dire, et c'est pour ça que faut sensibiliser tout le monde pour que ces personnes-là elles puissent prendre conscience du fait que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est pas normal et faire face à ces problèmes-là. Et pour articuler, nommer le fait que oui, c'est une injustice climatique également. Je vais donner un chiffre, mais en 2003, pendant la canicule, La canicule. il y a 2 départements qui sont en Île-de-France qui ont été les plus touchés en France par rapport au reste de la France. Plus 174% de morts dans le Val-de-Marne, plus 160% de morts en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est dû à l'absence d'espace vert, c'est dû à l'insalubrité dans les logements, c'est dû à l'absence de rénovation thermique, c'est dû à la promiscuité dans les logements et c'est dû à l'hyperbétonisation tout autour, le non-accès aux sources d'eau, etc., etc. Donc ça, c'était en 2003. Il faut savoir que pendant le Covid, en fait, les 2 départements où il y a eu le plus de décès, c'est toujours le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Parce qu'aussi les quartiers, les départements pardon, les plus précaires, à un moment aussi, l'État français nous a parlé des îlots de fraîcheur, mais c'est trop marrant parce que c'était vraiment les endroits qui en avaient le plus besoin qui en réalité n'étaient pas concernés. Quelle est la meilleure option selon vous? Est-ce que c'est mieux d'envoyer ces anciens vêtements à des populations dans le besoin ou est-ce que c'est mieux de leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent se les acheter eux-mêmes? Qu'est-ce que le plus écologico-éthique? Si on parle de populations qui sont aux alentours de chez nous, bien entendu, ça va être voilà, le fait de redonner ces vêtements. Par contre, pour les envoyer dans des pays lointains, là, ça va plus être productif et c'est mieux d'encourager l'économie locale et la production locale. C'est la réponse vers laquelle je voulais vous amener. C'est vrai que tout le monde est sollicité parce que tout le monde veut donner quand on a des vêtements entre eux et des anciens vêtements. Et c'est vrai que quand c'est autour de chez soi, l'export, why not? Mais à partir d'un certain rayon, c'est mieux d'acheter de nouveaux vêtements sur place. Dernière question là dans ce petit jeu. Est-ce que c'est mieux selon vous de privilégier la voiture à l'avion pour se rendre dans son pays d'origine, dans la mesure du possible? Moi, je suis pour prendre l'avion pour aller dans son pays d'origine. Ok. Et j'ai même une position très ferme et très qui détonne parfois, voilà. Oui, je t'avoue que je suis surpris. Ouais, non, moi, l'avion, si on prend uniquement l'argument carbone, je veux bien que tout le monde panique sur la question de l'avion. Maintenant, si on élargit la focale, donc si on fait de l'écologie en 3D, je trouve que
prendre des mesures, et notamment penser des lois qui vont interdire de prendre l'avion ou qui vont pénaliser les personnes qui prennent l'avion sans distinction, c'est juste reproduire un schéma colonial. J'explique pourquoi. Parce que si on retourne au 19e siècle et à la colonisation, et on va se mettre juste dans un contexte français, la première chose qui arrivait en contexte de colonisation quand la France débarquait quelque part, c'était la division de la société, la fragmentation des sociétés et la déportation de membres d'une même famille d'endroits à d'autres. Donc on pouvait avoir des personnes qui étaient déportées d'Algérie jusqu'à l'île de la Réunion ou à Mayotte, par exemple. On pouvait avoir des déportations sur des terrains dans le même pays, mais d'est en ouest, et des familles qui étaient fragmentées. Et la deuxième chose, c'était du coup qu'on faisait travailler les personnes colonisées, les populations colonisées, à moindre coût pour produire et surproduire et s'accaparer les richesses en France. Donc du coup, arrive maintenant, donc c'était des personnes qui travaillaient dans des conditions pénibles, qui ne pouvaient pas s'offrir de luxe ni rien du tout, qui étaient exploitées et à qui on interdisait de se déplacer pour aller voir sa famille. Aujourd'hui, on nous pond un truc sur l'avion. Je déteste cette loi-là, et moi je l'ai dit publiquement de toute façon, que ça c'était une des pires stupidités, pour ne pas dire conneries, qui était pondue. C'est vraiment un truc pensé par des Blancs. Donc on reproduit le même schéma, c'est-à-dire que des classes populaires issues de l'immigration postcoloniale, qui ont déjà du mal à avoir accès aux loisirs et aux vacances, vont être pénalisées en prenant l'avion parce qu'elles vont voir leur famille dès qu'elles ont été séparées, parce qu'il y a eu pillage des ressources de leur pays et qu'elles ont dû migrer. Parfois, elles sont issues des migrations postcoloniales, ces populations-là, donc, dont les parents, les grands-parents ont dû migrer pour apporter de la force vive à la France. Enfin, on reproduit la même chose. Et à quel moment, en fait, on a pensé à ça ? À aucun moment, parce qu'autour de la table, les gens qui ont écrit cette loi ne nous ressemblent pas. Mais si je te suis, on ne va pas dans la culpabilisation de ces personnes qui prennent l'avion. Non. Mais en réalité, c'est vrai que culturellement, par exemple, dans les pays du Maghreb ou dans les pays de l'Est, certains retournent au pays d'origine en voiture. Et en réalité, si c'est leur choix, c'est leur choix. OK aussi. C'est leur choix. En plus, je tiens à dire que l'avion, les 1% les plus riches ou les 10% les plus riches en France sont ceux qui polluent le plus en prenant l'avion. Ce n'est pas les 80% de la population qui restent. Vraiment, c'est quelque chose, c'est des chiffres à poser sur la table. Je voulais que l'on parle parce qu'on en parle. Fanny, tu voulais réagir ? Oui. Dis-moi. Je voulais réagir parce que c'est vrai que là, il y a la focale vraiment sur les personnes qui retournent dans leur pays. Oui. Mais la question, elle s'ouvre pour tous les voyageurs, j'ai envie de dire, au-delà de ça. Et c'est une vraie question de savoir est-ce qu'on privilégie la voiture, l'avion ou d'autres types de transports, les transports en commun, le train. Voilà. Il y a beaucoup d'écolos qui sont plutôt pour le train. Il faut avoir le temps. Enfin, le monde est devenu un petit village. Les gens ont envie de voyager, de découvrir d'autres contrées. Et je me dis qu'il faut plutôt trouver d'autres solutions pour faire progresser la technologie au niveau de l'aéronautique, pour permettre en fait, aux gens de continuer en fait, à voyager. J'ai envie de faire un petit... de parler de Dorine Borneton. Donc, c'est une ancienne pilote de voltige qui est paraplégique, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est en fait en train de créer un projet pour faire le tour du monde en dirigeable avec seulement équipé de panneaux solaires. Et du coup, son projet, c'est de montrer qu'on peut voler autrement et je trouve ça chouette. On va aller vers l'innovation, je nous le souhaite. Je voulais, avec toute l'équipe de Live Talk, aborder le sujet de l'écologie et parce qu'il faut en parler en parlant des Outre-mer, parce qu'en réalité, on l'a vu là avec Mayotte notamment, elles sont les premières impactées par tous ces enjeux. En quoi, d'ailleurs, ces populations des Outre-mer sont plus impactées que les habitants de France métropolitaine, par exemple ? Le problème avec les Outre-mer, c'est qu'on a vraiment un problème autour de la gestion de ces territoires-là. Si je reprends ce que j'avais dit juste avant, quand on fait le parallèle entre la santé et l'environnement, c'est un fiasco. Quand tu regardes, les territoires, ils sont pollués par un insecticide qui est la chlordécone, qui a été utilisé pour les cultures de bananiers. Et aujourd'hui, tu as 90% des habitants en Martinique et en Guadeloupe qui ont des problèmes, qui sont touchés par cet insecticide. Et le problème, c'est que là, pendant des années et des années, il y a des générations entières qui vont avoir des problèmes de santé qui seront liés à l'utilisation de cet insecticide. Cet insecticide qui ne peut plus être produit aujourd'hui. Et c'est là où tu dis qu'en fait, il y a un gros problème. Hella, est-ce que tu dirais qu'il y a une invisibilisation des enjeux climatiques, notamment dans les Outre-mer, dû au traitement médiatique ? Clairement, oui, dû au traitement médiatique. Oui, il y a une invisibilisation claire de la question écologique parce qu'encore une fois,
qu'est-ce qu'on met derrière le mot écologie et à qui est-ce qu'on pense. On ne pense pas que la question écologique, elle a un lien avec Mayotte, avec la Martinique, avec la Réunion, la Guadeloupe et tous les pays, enfin tous les territoires ultramarins et toutes les colonies d'outre-mer, moi, ce que j'appelle ça. Oui, il y a une invisibilisation parce que la manière dont est abordé le sujet, elle est soit elle est soit tournée comme étant une question sociale, soit tournée comme une question de révolte, soit ce sont des territoires tests. Mayotte, c'est clairement un territoire test. C'est un territoire test où on a coupé l'eau. C'est un territoire test où on prive les gens de droits dont on ne s'attend pas à ce que les personnes en métropole acceptent qu'ils arrivent. Enfin, par exemple, d'échéance de nationalité, refus d'accès à la nationalité par droit du sol, campagne pour les stérilisations des femmes. Et ce n'est pas les premières, il y en avait dans les années 60, il y en avait de manière régulière. Donc oui, et en même temps, ce sont les pays où il y a, pour moi, aujourd'hui, les territoires ultramarins en France, ce sont les territoires qui sont en pointe des luttes climatiques. Parce que c'est des territoires qui articulent leur histoire. Donc, tu parlais tout à l'heure du chlordécone. Pourquoi le chlordécone sur ces territoires-là? Parce que ce sont les territoires esclavagisés de la France. Donc, en fait, oui, là-bas, avant, quand il y avait les plantations, on se fichait complètement de salir et de tuer des êtres humains et de les traiter comme moins qu'humains. Donc aujourd'hui, pourquoi on ne continuerait pas, tant qu'on n'a pas réglé notre problème, tant que la France n'a pas regardé, notre société n'a pas regardé son histoire en face et n'est pas entrée dans une logique de reconnaissance et de réparation, ben on va continuer avec les mêmes politiques. Donc en fait, ces territoires-là, ils ont une connaissance historique de ce que c'est que la destruction de l'environnement et ils articulent ça très bien avec la vie chère. Et ça, c'est aussi une conséquence de politique publique. Ils articulent ça très bien avec les envies d'indépendance, et on pense à la Kanaki. Ils articulent ça, en fait, ils articulent toutes les questions. J'ai dit tout à l'heure les 3 mots racistes, en fait, colonialisme, et l'esclavage fait partie du processus de colonisation, colonialisme, capitalisme et patriarcat. On voit très bien aussi, du coup, tu parlais de la contagion au chlordécone. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, des bébés dans les utérus des femmes sont contaminés. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure de la question des campagnes de stérilisation, mais en fait, ça, c'est aussi des injustices qui sont faites spécifiquement aux femmes de ces populations. Là-bas, c'est la pointe de la lutte, et effectivement, le récit qu'on en a ici, bah, il n'a pas intérêt à être celui-là. Si on disait que le vrai mouvement climat, il se passe en Martinique, je pense que là, il y a des gens qui seraient frustrés ici parce qu'ils ne peuvent plus vendre leur petite fresque du climat ou leur petite formation, quoi, en disant qu'on va sauver la planète. Dis-moi, Sommeya. Si je peux me permettre de... Brièvement, avant qu'on passe au micro-trottoir. Ok. Le problème aussi sur la vision médiatique qui a été mise en avant en Outre-mer, c'est que quand il y a eu la crise à Mayotte, on les a vraiment montrés comme limite des délinquants. Non, mais de toute façon, c'est des sans-papiers. Ils ont de la chance d'être en France aujourd'hui. Ça a été dit, ils ont de la chance. Et à aucun moment, on remet en question la gestion des territoires. On parlera du patriarcat juste après parce que c'est tout aussi important. Mais juste avant, on est parti dans la rue pour poser une question aux gens qu'on a croisés. On leur a demandé ce que ça évoquait pour eux le terme d'injustice climatique. C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont obligées, par exemple, d'être déplacées. Il y a des problèmes dus à la chaleur, à l'eau qui monte près de leur logement. C'est plus facile pour les riches de déménager que pour les pauvres. Pour moi, l'injustice climatique, c'est le fait qu'en fait, on ne subisse pas tous de la même manière le réchauffement climatique. Typiquement, c'est plutôt les personnes dans les pays pauvres, notamment en Afrique, qui subissent les effets du changement climatique, alors que ce n'est pas forcément eux qui en sont responsables. Donc je pense que c'est ce décalage entre la responsabilité de la crise climatique et ceux qui la subissent. L'égoïsme de l'être humain, qui pense qu'à lui, il ne respecte pas la nature, qui est un bienfait pour toute l'humanité, en fait. Souvent, les grandes nations qui sont les grands pollueurs, donc c'est ceux qui sont les moins impactés pour le moment. Et donc, c'est malheureusement eux qui font les moins d'efforts. Et c'est toujours aux plus défavorisés, qui sont moins pollueurs, à qui on demande de faire beaucoup d'efforts. Donc, je trouve cette situation assez injuste et qui mérite quand même débat, En fait, il y a certains gouvernements qui ont trouvé la réponse, comme par exemple en Indonésie, de changer la capitale de place, peut-être changer notre mode de consommation. Ça, c'est plus compliqué. Moi, par exemple, je travaille dans le tourisme et j'adore voyager. Donc,
Moins prendre l'avion, pour moi, c'est compliqué parce que j'aime ça. Donc, Bon, moi je viens de Nouvelle-Calédonie, du coup on n'a pas trop de galères on va dire pour tout ce qui est pollution. Ça fait pas longtemps que je suis ici et c'est vrai que je vois énormément de pollution un peu partout. Je vois qu'il y a un gros travail qui a été fait par rapport aux amendes sur les personnes qui faisaient pas le tri chez eux, etc. Je pense que le problème c'est plus au niveau des véhicules, etc. Enfin pour moi ça a toujours été le souci, c'est qu'il y a trop de véhicules, donc trop de pollution. Qu'il faut respecter la nature, qu'il faut en prendre soin, comme enfin, en tant que croyant, hein, on peut dire qu'en tant que croyant, je pense qu'on doit déjà respecter la nature qui est un don de Dieu, hein, pour moi, et qui apporte qui contribue au bien-être de l'humanité. Il faut qu'on arrive à faire un vrai débat sur l'eau parce que l'eau, c'est une denrée qui ne sera pas toujours disponible. Et donc, on voit un peu tout le gaspillage qui est fait autour de l'eau. Et je pense que ça mériterait quand même une petite discussion. Mais il est temps qu'on prenne au sérieux le climat parce que c'est en train de nous donner quelques petits avertissements. Mais je pense que d'ici quelques années, si rien n'est fait, on pourra avoir des gens qui vont se bouger, enfin, qui vont des déplacés climatiques, quoi. On revient donc après ce micro-trottoir. Petit tour de table. Je vais vous demander en une phrase, si vous deviez rencontrer quelqu'un qui, pour la première fois, entend parler de ce terme-là d'injustice climatique, comment on lui explique en une phrase? Vous allez avoir chacun et chacune vos visions, en l'occurrence. Pour moi, l'injustice climatique, elle découle d'une association, d'une injustice économique et d'une injustice sociale, dans le sens où demain, ça va être ceux qui ont le moins pollué qui vont le plus subir les conséquences de ce qui va arriver. En une phrase, je ne développe pas plus. Et là, Moi, je dirais, si toi et en une moi, phrase. Hein. ouais, si toi et moi, on discute de ce qui te donne le seum en ce moment, je suis sûre qu'en creusant un peu, on va faire des liens avec le climat sur chacune des thématiques. C'est intéressant. Je voulais aussi que l'on parle de la place des femmes dans la lutte climatique et c'est pour ça aussi que l'on n'a que des femmes autour de moi dans ce live talk. On l'a dit plus tôt, 80% des personnes déplacées à cause de catastrophes climatiques sont des femmes. On a vu ça récemment à Mayotte, mais on l'a vu aussi en 2023 lors du séisme au Maroc. Alors, parlons de la question de la représentativité des femmes dans ce débat. Comment se manifestent concrètement ces inégalités entre les femmes et les hommes, Ella? Tu as donné le chiffre de 80% tout à l'heure de déplacés. Quand il se passe des catastrophes naturelles, on a un chiffre de l'ONU qui nous dit que les femmes ont jusqu'à 14 fois plus de chances de mourir d'une catastrophe climatique. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Il y en a un qui est celui de la répartition des femmes dans l'espace genré, qui vont être plus à l'intérieur des bâtiments que dans la rue. Il y a aussi le fait qu'elles ont à charge très souvent, donc soit des enfants, soit des personnes âgées, en tout cas d'autres personnes plus fragiles à évacuer. Il y a le fait qu'elles vont être empêchées par tout un système qui fait que leur façon d'être, de vivre, de se trouver à certains endroits les fragilise. Sommeilla, on parle d'écoféminisme, on parle aussi des enfants quand on parle climat. Est-ce qu'en réalité, les besoins aussi sont les mêmes et est-ce qu'on doit faire un travail pour qu'on entende un petit peu plus la voix et des femmes et des enfants sur ces enjeux? C'est super important et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, avec Banlieue Climat, on a monté un collectif, les Mamans pour le Climat. On était là, ils nous disaient « Ok, aujourd'hui, vous formez nos enfants, mais nous aussi, on veut savoir ce qui se passe. Nous aussi, on est en train de se dire qu'il y a des problèmes et on veut agir pour ça. » Donc, grâce à ce collectif, on a pu mettre les mamans au centre du sujet. Tu es la directrice, la directrice exécutive de l'ONG Life, je le rappelle. Est-ce qu'on peut réfléchir les actions aussi de manière plus inclusive, plus intersectionnelle aussi? Est-ce qu'on pense aussi tous ces enjeux combinés? Oui, bien entendu. Mais c'est clair que longtemps, je pense que les femmes, elles ont été écartées de certains débats, certains sujets, alors qu'elles étaient les personnes qui étaient le plus concernées par le sujet. Donc notamment, par exemple, dans tout ce qui est groupement villageois, on fait en sorte de donner la parole aux femmes. Par exemple, sur les corvées d'eau, c'est elles qui vont être le plus impactées. Et pour autant, les constitutions villageoises, elles sont plutôt constituées d'hommes. Donc, en tout cas, nous, on fait en sorte d'inclure les femmes dans le débat, de leur demander leur avis, leur opinion. Et elles ont beaucoup à dire quand on les interroge. Après, dans nos actions, de manière générale, oui, l'inclusion, c'est un vrai sujet. Aussi bien pour la mobilité, les personnes handicapées, les enfants, les personnes âgées. On essaie de prendre tous les segments de population et de faire en sorte d'apporter une réponse la plus inclusive. Ouais. Et puis, il y a une petite spécificité chez Life, maintenant, je le sais, c'est qu'au-delà de la directrice exécutive,
j'ai l'impression qu'il y a énormément de femmes à des postes à responsabilité. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a une belle représentation féminine chez Life. Bon, c'est pas fait exprès, honnêtement. On est plutôt sur la compétence. Mais voilà, les femmes ont plein de choses à offrir et on est contente voilà, de pouvoir avoir la chance aussi. Parce que je pense que c'est une volonté du conseil d'administration, c'est une volonté voilà, des personnes qui ont porté Life depuis le début, de mettre en avant ces compétences et de ne pas réfléchir voilà, qu'entre hommes. Je vous remercie pour cette émission. On va faire un petit tour de table. Vous allez nous rappeler là s'il y a des enjeux, un agenda, nous parler de vos actualités, je mets de grandes guillemets, mais en l'occurrence là, de Banlieue Climat. Sommeil là, que fait Banlieue Climat? Est-ce qu'il y a des enjeux? Où est-ce qu'on retrouve Banlieue Climat? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous tout. Alors, juste avant de vous donner les infos, je pense que c'est important de finir sur une note positive, de se dire que aujourd'hui, s'il y a des organismes qui mettent en chose des places pour qu'on puisse avancer, on peut toujours garder espoir sur ce qui va se passer demain. Il faut continuer de s'engager pour qu'on puisse demain réussir à apporter des mesures concrètes tous ensemble. Et sinon, Banlieue Climat, vous pouvez nous suivre sur Instagram, banlieue-climat, et vous pourrez voir tous les projets qu'on a en cours. Et là, on te retrouve où? Avec plusieurs ONG, mais notamment peut-être une à qui je consacre beaucoup de temps en ce moment, c'est une ONG interreligieuse et climat qui s'appelle Green Faith, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sinon sur Instagram à la loose. Voilà. Tout sera de toute manière en description. Fanny, l'activité avec Life continue encore et toujours. Malheureusement, on aimerait que Life disparaisse, comme on dit souvent. C'est quoi là les enjeux? Là, on est en plus en pleine période de Ramadan, donc là, il y a des actions un petit peu partout. Mais c'est quoi là les prochains enjeux pour Life? Clairement, en fait, Life, nous, on agit sur 5 volets d'action. Comme tu l'as rappelé en début d'émission. Clairement, notre enjeu, c'est de mettre du lien entre toutes ces actions et de faire en sorte qu'on ait un impact le plus durable possible auprès des populations et de changer des vies, des millions de vies, une vie à la fois. Impeccable. Vous pouvez de toute manière retrouver tous les liens en description pour retrouver les actualités de chacune de mes invités et aussi pour faire un don à Life. On arrive donc à la fin de cet épisode. On a pu explorer les enjeux essentiels de l'inclusion sociale dans l'écologie. On a vu que des progrès ont été réalisés, oui, mais que ce n'est pas assez et qu'il reste encore beaucoup à faire pour garantir une réelle égalité des chances. On essaie de mettre en lumière des défis qui soient liés aux stéréotypes, aux facteurs culturels et économiques, on en a parlé, qui malheureusement continuent de freiner la représentation des minorités, quelles qu'elles soient, dans le débat public. L'inclusion des principaux concernés dans les prises de décision est essentielle. On militera aussi pour ça, non seulement dans la cohésion sociale, mais aussi dans le bien-être de chaque individu. On rappelle que les bienfaits de l'inclusion vont bien au-delà des personnes directement concernées. Ils profitent à toute la société. En popularisant la question écologique, on continue de penser qu'on va contribuer à bâtir un avenir plus équitable où chacun a la possibilité de s'épanouir. Un avenir meilleur est possible, on le pense. En attendant, comme j'aime le rappeler, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À très bientôt. Ciao!